Rappelez-vous, on a confié ce 3e jour de vadrouille à Philippe. Philippe qui, en une poignée de secondes, nous a profondément touchés. Une histoire intime qui impose de nouvelles orientations. Oser, entreprendre, s'engager, les meilleures graines sont ici réunies. Et Philippe nous a conduits à Melvin, un jeune absolument craquant, tellement pétillant, une énergie qui fait du bien, qui fédère et qui motive à marcher, à avancer sans oublier nos racines, celles de la forêt. Et la journée continue. Laissons-nous une nouvelle fois surprendre, mais cette fois-ci par Bénédicte, la femme de Philippe. Go Stéphane! Bénédicte, grâce à Philippe, on a vraiment pris conscience de son attachement, mais aussi du tien, j'imagine, au Bois-Tissando, plus généralement à Saint-Paul. Tu es originaire de la commune ou pas du tout? Alors moi, je ne suis pas originaire de la commune de Saint-Paul-en-Parais. Mes parents habitent Saint-Germain-de-Prensay, pas très loin d'ici. Voilà. Et la vie vous a conduit tranquillement avec Philippe jusqu'ici. Philippe était peut-être originaire, lui, de la région? Alors Philippe n'est pas du tout originaire de Vendée, lui il est de la Manche. Ce qu'il ne nous a pas dit du tout, il est venu, il m'a suivi par amour en Vendée. Ah, c'est beau, voilà. L'histoire est belle. Et très belle. Et en fait, moi je travaillais aux Herbiers, j'étais professeure. Et quand on a eu l'idée de commencer à faire notre vie ensemble, de construire, eh bien on avait le choix entre 3 parcelles, dont celle qu'on a choisie à Saint-Paul-en-Parais et qui avait cette vue extraordinaire sur le Bois-Tissando. C'est vrai. C'est comme ça qu'on est arrivé à Saint-Paul-en-Parais. Mais c'est génial. C'est génial. Ce Bois-Tissando, vous l'avez en tête depuis Depuis 1995 exactement. C'est génial. C'est génial. Alors c'est vrai que Philippe nous a parlé de son parcours, de votre parcours. Un parcours atypique, si on a bien compris. Je sais pas. Lui, son premier métier, son arrivée au Bois-Tissando il y a quelques années. Comment tu l'as accompagné? Comment tu as pu l'accompagner, Bénédicte? Dans son changement professionnel? Ouais. Je ne l'ai pas trop accompagné, en fait, parce que je n'étais pas en capacité à ce moment-là. Parce que moi, je suis tombée gravement malade en 2018. Et c'est ce qui a provoqué en fait la rupture professionnelle de Philippe avec son boulot de l'époque. Et c'est à partir de... En fait, il y a on va dire une synchronicité, une similitude à faire entre cette reconversion professionnelle et moi, ma reconstruction au niveau de ma santé à ce moment-là. C'est ce que tu dis. Cette reconstruction, donc tu es tombée malade en 2018 et la rémission a commencé... 2019, 2020? Beaucoup plus tard que ça. Beaucoup plus tard. Non. En fait, j'ai eu une lourde opération avec une chirurgie très, très importante en 2018 pour essayer d'éradiquer une maladie qui est dans le ventre, qui s'appelle la maladie gélatineuse du péritoine. Et suite à cette première opération, j'ai fait beaucoup de complications. Et j'ai toujours été en récidive jusqu'en 2020. Où on a été obligé en fait de refaire cette opération pour essayer à nouveau d'éradiquer les cellules qui restaient. Seule possibilité pour espérer de guérir en fait. Alors Bénédicte, là on touche un sujet sensible qui peut être délicat à expliquer. Est-ce que tu acceptes qu'on ouvre cette petite page de ton histoire? On continue alors? On peut. Bénédicte, en fait, cette maladie est vraiment arrivée comme un tsunami dans votre vie, dans ta vie. Tu étais professeure et donc du jour au lendemain, tout s'arrête? Du jour au lendemain, tout s'arrête. Parce que pour faire face à la maladie, il faut une lourde opération qui nécessite donc de s'arrêter totalement et longtemps. Alors à l'époque, j'étais très optimiste. Je pensais que 2 mois après, je reviendrais à ma vie d'avant, comme si de rien n'était. Et puis, sauf qu'en fait, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et que j'ai eu, 8 jours après la première opération, où il y avait une très lourde chirurgie, j'ai fait une embolie pulmonaire.
qui a nécessité donc des anticoagulants. Ouais. Et quand on prend des anticoagulants après une grosse chirurgie, eh bien, ça provoque des hémorragies internes. Et donc, on a été obligé de me réopérer en urgence pour stopper les hémorragies internes 8 jours après. Et comme tout allait de travers à ce moment-là, ça ne s'est pas arrêté là, puisque pendant cette opération, en fait, comme l'hémorragie était très invasive, j'ai fait ce qu'on appelle une inhalation massive dans les poumons. C'est-à-dire qu'en fait, tout le liquide qu'il y avait dans mes poumons est remonté et ça vient noyer tout l'intérieur des poumons. Et ça vient brûler forcément les poumons, qui ne sont plus en capacité de fonctionner. Et donc là, les médecins n'ont pas eu le choix pour essayer de me sauver que de me plonger dans le coma. Et donc, comme certains sont sous cœur artificiel, moi j'ai été sous poumon artificiel pendant au moins 3 semaines. Ce qui est assez long et ce qui est assez rare. Et toi, tu te rappelles de l'avant, avant qu'on te plonge dans ce coma? Alors, j'ai très peu d'images. En fait, le cerveau est bien fait parce que quand les moments sont trop difficiles, je pense, à accepter ou à vivre, il déconnecte. Ouais. Donc, en fait, j'ai 1 ou 2 images de avant, de la première opération. Une image où je suis en salle de soins intensifs, où je suis avec Philippe et Dora, ma fille, qui sont là pour m'accompagner. Parce qu'il faut savoir que je n'avais pas le droit de manger ni boire pendant au moins 8 jours. Donc parce qu'il faut que le corps se cicatrise en fait un minimum pour reprendre une vie normale. Donc j'ai une image de cette chambre. J'ai une image d'une autre chambre où je ne peux plus respirer, probablement là où je fais l'embolie. Et une image de la 2e opération où on commence l'anesthésie. C'est tout. Mais je n'ai pas plus de souvenirs que ça. Ça reste très flou dans ma tête. C'est Philippe qui va tout ce qui est réel. C'est Philippe donc ensuite qui t'a raconté toutes les étapes, tout ce qui a pu se passer. C'est ça. Et le coma en tant que tel, parce que 3 semaines c'est quand même très long. Alors pour ceux qui sont du côté à côté du malade, c'est très long. Parce qu'en fait j'ai fait 2 mois de coma. 3 semaines, c'est simplement le temps où on a remplacé mes poumons pour qu'ils soient en capacité de refonctionner tout seuls. Mais 2 mois, pour moi, c'était une goutte d'eau dans l'éternité. J'ai pas vu passer le temps au sens terrestre comme on le voit passer nous aujourd'hui. Donc pour eux, c'était long. Pour moi, c'était comme un merveilleux voyage, on va dire. C'est-à-dire, ce merveilleux voyage. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai continué à vivre pendant ce coma, d'une autre manière. Ma sensation, alors c'est toujours difficile de trouver des mots terrestres pour l'expliquer, mais j'étais de l'autre côté, sur un autre plan. Petite bulle. J'étais toujours vivante. Une partie de moi était toujours vivante. Et je voyais parfois, j'ai vu ce qui se passait de l'autre côté. J'ai vu le jour de l'opération qui s'est mal passée, l'effervescence de tous les soignants autour de moi. J'ai vu des choses qu'on ne voit pas dans la vraie vie et que je ne m'explique pas. J'ai vu mon corps être projeté contre un halo de lumière à plusieurs reprises. Et je voyais ça comme si j'étais en haut à gauche de la pièce, que je survolais en fait cette scène. Je savais que c'était mon corps, mais je n'avais aucun ressenti, ni de douleur, ni de peur, Je ne comprenais pas en fait, c'était ubuesque comme scène. Voilà, mais je savais que c'était moi et je savais que ça arrivait. Voilà, j'étais spectatrice en fait de cette scène. Mais tu n'étais pas mal. Pas du tout. Pas du tout. C'est incroyable ce que tu dis. Je mesurais quand même, je me disais quand même, il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Mais quoi, ça n'avait pas de sens pour moi. Et puis à un moment, je n'aurais pas expliqué, je bascule complètement dans un couloir noir. Là aussi, c'est difficile à décrire. Dans lequel je peux me déplacer comme je veux, où il n'y a pas de notion de temps, où il n'y a pas de notion d'avant, pendant, après. C'est comme si on pouvait faire ce qu'on voulait, mais avec une incapacité, c'est-à-dire que je vois des choses, je traverse des couloirs, je vois des pièces, mais je ne peux pas traverser ce mur qui me sépare de la réalité. Et donc, à ce moment-là, j'ai une obsession, mais vraiment une obsession qui m'envahit, c'est il faut que je trouve Philippe. Lui, il saura m'expliquer et il saura me faire revenir.
C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est bizarre. Oui, c'est comme ça. Donc je suis dans ce couloir noir et je vais le chercher. Et en même temps, c'est tellement réel ce que tu nous racontes. Ah mais pour moi, c'est d'une réalité que je comprends qu'on ne puisse pas le comprendre. Je comprends que ce soit un peu presque comme un film de science-fiction. Mais pour moi, c'était ma réalité, vraiment, Bien au sûr. plus profond. Donc tu pars chercher Philippe. Je pars chercher Philippe et j'arrive à le trouver. Mais, par contre, je ne peux pas lui parler comme on se parle là toutes les deux. Et donc, en fait, je crie, mais aide-moi, je ne sais pas ce qui se passe, et fais quelque chose pour moi, occupe-toi de moi. Et jusqu'à un moment où je sais qu'il m'a entendu. Alors, il ne me parle pas, il ne me voit pas. Moi, je le vois, et je sais qu'il m'a entendu. Et à partir de ce moment-là, je me dis, puisque tu es là, profites-en, va te balader. Et voilà. Et j'ai passé, en fait, ces 2 mois dans ces couloirs hors du temps à vivre des choses que je n'aurais jamais pu vivre si je n'avais pas vécu cette aventure à la fois tragique, mais qui, pour moi, est assez fantastique. Depuis, Bénédicte, est-ce que tu as lu des témoignages de gens qui ont pu aussi traverser des périodes de coma? Est-ce que tu as réussi à trouver des éléments communs entre vos histoires? Alors, pour expliquer, quand on revient sur Terre, l'atterrissage est compliqué, c'est très tortueux, c'est très compliqué de se raccrocher à la vie et de donner du sens à tout ce qu'on a vécu. Donc, au départ, j'ai cherché à donner un sens terrien, c'est-à-dire que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la seule solution que j'ai trouvée à ce moment-là, avant que Philippe ne m'explique, j'ai dû faire un burn-out, on m'a internée, voilà. Ils m'ont complètement shootée et ça expliquait en fait, voilà, un peu mon état. J'ai déliré, quoi. Voilà, j'ai complètement déliré. Donc c'était ça. Et puis après, Philippe très tôt s'est dit, il faut qu'on lui raconte ce qui s'est passé, parce que finalement, moi, je savais pas l'histoire réelle. Donc ils m'ont raconté. Et alors au départ, j'ai un peu gardé pour moi tout ce que j'avais vécu parce que je me suis dit, mais ils vont me prendre pour une folle. Bien sûr. Le monde médical n'est pas très open à tout ça. Ils vont me dire c'est les médicaments, machin, tout ça. Or quand on le vit, on sait que c'est un autre ordre en fait. Et donc, et puis petit à petit, quand ils ont commencé à me poser des questions sur toi, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais dans le coma, j'ai livré quelque chose donc à Philippe, aux enfants, à quelques amis proches. J'y vais doucement. Par contre, je gardais un peu mes certitudes pour moi, quoi. Ouais. Parce que toi, tu étais certaine de ce que tu avais vécu. Toi, je ne les ai jamais remises en cause. Et même à un moment, je disais à Philippe, je faisais bien la différence entre les images du coma où j'étais partie vraiment très très loin sur d'autres plans et les images de rêves tortueux qui sont liés à la redescente vers la vie, quand il commence, où là, il y a des hallucinations, il y a des choses... Ça, je me suis dit, OK, ça s'explique médicalement, c'est logique. Mais voilà, donc je faisais bien la différence entre ces 2 plans. C'était très clair pour moi dans ma tête. Et ça l'est toujours aujourd'hui, en fait. Et donc après, tu as dû prendre confiance. Donc j'ai lu un peu, forcément, j'ai commencé à regarder, puis j'ai dit, oui, c'est vrai, pourquoi j'ai pas pensé à ce qu'on appelle les expériences de mort imminente? Parce que je dis, ça y ressemble quand même. Bien sûr. Donc, j'ai lu effectivement quelques témoignages, quelques livres. Et alors là, à chaque fois, c'était bingo. Mais oui, c'est ça, quoi. Tu te retrouvais. Mais oui, c'est ça. Tu te je suis pas folle. Voilà, ça te je suis pas folle. aussi. Ça me rassurait, ça donnait du sens à ce que j'avais vécu. Et ça me déculpabilisait aussi d'avoir ce ressenti-là. Ouais. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais si, c'est cette idée-là. On comprend bien. Et après, c'est peut-être ça aussi qui t'a donné confiance, c'est que tu as pu en parler plus librement, ta famille, tes amis, tes proches. Alors, je ne pense pas que j'en ai parlé à tant de gens que ça. C'est une première. C'est vrai? Ouais, non, j'en ai pas parlé à tant de gens que ça, parce qu'on ne peut pas parler de ça autour d'une table d'apéro comme ça. C'est pas évident. C'est pas des sujets qu'on aborde tous les jours et si facilement. Est-ce que c'est plus facile de l'écrire? Est-ce que ce serait plus facile de l'écrire? Oui, c'est ce que je suis en train de faire. C'est vrai? Oui, mais il faut du temps. Parce que ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans? Ça fait 7 ans. Je pense déjà, il faut déjà toi que tu prennes le recul. C'est ça. Il faut s'autoriser à l'écrire aussi. La difficulté de l'écrit, c'est de se dire comment les gens vont le ressentir. Est-ce que mes mots, qui pour moi sont ma réalité et sont tout à fait pesés et le reflet de ce que j'ai vécu, est-ce qu'eux ne vont pas le ressentir trop violemment? Déjà, pour j'ai qui? pas envie de Pour qui j'écris? Je ne sais pas, pour l'instant. Pour tes enfants,
Oui, pour ton mari. oui. Ça, c'est Alors sûr. pour les gens qui m'ont accompagnée, parce qu'on a eu beaucoup de soutien pendant toute cette période, parce que Philippe, en fait, il faisait le lien. Avant de partir, j'avais créé ma petite liste de diffusion en lui disant « tu donneras des nouvelles à un tel, un tel ». Et cette liste de diffusion, au fil du temps, elle a grossi. Donc Philippe, il l'écrivait régulièrement, un peu comme un exutoire pour lui de ce qu'il vivait et de ce qui se passait. Et il a donné des nouvelles à moi, de moi à tous ces gens. Et en fait, ces messages, ils ont été beaucoup plus loin que la liste de diffusion. Ils ont touché beaucoup de personnes. Et donc, notre histoire, c'est paradoxal, mais elle est connue, en fait. Elle est assez connue. Du nombre de personnes, je ne saurais pas dire. Donc, c'est vrai que souvent, on m'a dit, mais tu devrais écrire quand même. Mais bon, ça prend du temps, parce qu'il faut aller chercher au fond de soi. Il faut être prêt à le dire, il faut être prêt. C'est épuisant aussi. C'est épuisant d'écrire, de prendre du temps, de te remémorer tous ces souvenirs dont beaucoup doivent être douloureux, malgré tout. Alors, bizarrement, pas tant que ça pour moi. Je nie pas qu'il y a eu quelques moments médicaux plus durs que d'autres. Parce que, notamment, plus sur 2020, où j'ai fait la récidive et l'autre opération, où j'ai eu d'autres complications. Mais finalement, ce n'est pas ce que je retiens de tout ce parcours. Je ne veux pas que les gens retiennent la douleur. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas ce que moi je retiens, en tout cas. Et comment on se reconstruit après tout ça, Bénédicte? Comment on se reconstruit? C'est-à-dire que voilà, la récidive, là aujourd'hui, comment se passe ton quotidien? Comment tu réussis à avancer malgré toutes ces épreuves? Alors moi j'ai la chance dans tout ce parcours quand même de ne pas avoir gardé de grosses séquelles qui m'empêchent de vivre normalement. J'en ai quelques-unes quand même, j'ai une insuffisance respiratoire qui voilà, limite mes efforts physiques. J'ai une fatigabilité forcément plus importante qu'une personne qui n'a pas vécu tout ça. Mais ça marche plutôt pas mal, j'ai pas gardé de séquelles de mon coma. J'arrive encore à réfléchir, à parler. Il y a des choses aussi qui sont estompées au fil du temps. J'ai perdu un peu en concentration quand il y a beaucoup de bruit ou choses comme ça. Après, certains vont me dire, mais c'est l'âge aussi. Donc, il faut relativiser. Donc, aujourd'hui, je vis normalement, à peu près normalement. Comme m'avait dit un chirurgien, j'espère que vous n'aviez pas l'ambition de faire un marathon, parce que vous ne pourrez pas le faire. Mais je n'avais pas l'ambition, donc ça ne m'a pas gênée. Ça ne m'a pas gênée. Donc, voilà, j'ai une vie plutôt normale. Ce sur quoi j'étais obligée de renier, c'est le cumul des fonctions. C'est-à-dire que j'étais prof, j'étais aussi élue. Et ça, par contre, je ne pouvais plus le faire. Il me fallait du temps pour pouvoir me reposer, me ressourcer. Il fallait être raisonnable, on va dire. Oui. Donc, j'ai été obligée de sacrifier l'un des deux et j'ai sacrifié mon boulot de prof à l'époque. Et donc j'ai arrêté mon boulot en septembre 2020. Je crois que le Covid m'a achevé. Le fait de me retrouver derrière un écran, sans le contact avec les jeunes, ça a été ce qui a motivé ma décision finale. Donc finalement, depuis la maladie que tu as eue, depuis 2020, votre couple entame une deuxième vie finalement. C'est une autre vie. Un ange entre deux diables. Merci pour la comparaison. Philippe, quand on y pense, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 2020, tu ouvres une nouvelle page de l'histoire du boîtier Sando. Ben, quelque part, oui. Moi, mon projet, c'était de contribuer à faire revivre ces anciens jardins. Donc, oui, c'est une petite suite après la période des frères de Saint-Gabriel. Voilà. C'est ça, parce qu'en fait, ces jardins, ils sont très anciens. Voilà, oui. 17e, 18e siècle. Exact. Et puis après, effectivement, repris par les frères de Saint-Gabriel. Est-ce que tu as pu rencontrer certains d'entre eux? Ah! Alors oui, effectivement, quand je me suis installé ici donc pour faire revivre ces jardins, la question de l'eau, forcément, elle était essentielle.
Et je savais qu'en venant ici, de toute façon, à côté d'un château, il y a toujours de l'eau. Ouais. Donc le sol est très, très riche en eau. Encore fallait-il savoir où l'eau était. Donc où est-ce qu'il y avait des points d'eau qui avaient été soit recréés ou par les frères de Saint-Gabriel, et où étaient les réseaux. Et en fait, je suis en contact avec 2 frères qui sont toujours à Saint-Laurent. Alors ils commencent à être plus trop jeunes forcément. Normal. Donc le frère Camille Lucas et puis le frère Joseph. Et ils m'ont tous les deux, c'est vraiment grâce à eux que j'ai pu débuter l'aventure de Mano Délices. Alors ça va être trop long parce qu'il me faudrait 2 jours pour tout raconter, mais ça a été un vrai sketch. Moi, ma volonté, c'était pas de recréer des... j'aurais pu faire, par exemple, un forage, et puis... non, c'était pas C'est ça. reprendre ce qui était déjà en Voilà. place. Reprendre l'existant qui a... forcément, donc, les frères de Saint-Gabriel sont arrivés en 1942 et puis ils sont partis en 2002. Après, le département de la Vendée a repris le site. Donc ça s'est arrêté au niveau des cultures en 2002. Et donc les 2 frères, quand j'ai voulu remettre en route en fait, ces jardins-là, donc ils sont venus et ils m'ont expliqué où étaient les puits, etc., etc. Extraordinaire. Et donc c'était génial parce que La passation est extraordinaire. voilà, ils m'ont fait voir où était l'ancien puits qu'ils avaient fait en 1956, où étaient les réseaux d'eau. Donc en fait, on a remis tout ça en route. Alors il nous a fallu 3 mois, 4 mois, le temps de tout retrouver, le temps de tout refaire. Mais aujourd'hui, l'ensemble du site fonctionne avec ces anciens réseaux d'eau qui avaient été créés par les frères de Saint-Gabriel. Et pour moi, c'est... Ce que j'aime dans cette Ça a du histoire, sens, quoi. c'est qu'ils t'ont vraiment accueilli comme un héritier. Ouais, c'est un Tu petit souris. peu... Moi, je le ressens comme ça, en tout cas. C'est un petit peu ça parce que... Et en tout cas, moi, je le vis comme ça. Aujourd'hui, ils sont contents. Ouais. Ils sont contents de voir que finalement, l'histoire qu'ils ont écrite pendant 60 ans, finalement, une partie, en tout cas, continue au travers les jardins. Alors pour eux, ils sont contents. Pour moi, c'est aussi une source de satisfaction. Complètement. Et faut que je te raconte une petite anecdote. Ben oui, quand même. C'est vrai que tu as le sourire, donc je pense qu'elle doit être croustillante. Ouais, donc les frères, comme je te dis, ils sont partis en 2002. Et à cette période-là, le dernier frère, c'est le frère Joseph, qui est certainement le frère qui a passé le plus de temps au Bois-Tissot. C'est lui qui s'est occupé de tous les jardins. Et en fait, par hasard, peut-être la dernière journée ou l'une des dernières journées, c'est une histoire vraie, c'est pas du tout de... quand ils ont tout débarrassé, dans une vieille commode où il y avait un tiroir, donc en voulant débarrasser toutes les affaires, il a trouvé, et je l'ai avec moi, il a trouvé au fond du tiroir... Un couteau de pêche. C'est pas un couteau de pêche, regarde, c'est un couteau, un très vieux couteau. Un très vieux couteau, et je ne sais pas si tu peux lire, ici il y a gravé le nom du propriétaire qui est Henri Bourbon. Henri Bourbon, ouais. Henri Bourbon, c'est 19e siècle, 1820, 1880, un truc comme ça. Donc en fait, c'est un couteau, c'était le couteau d'Henri Bourbon, qui a été retrouvé par le frère Joseph juste au moment où ils ont quitté les lieux, un peu comme si, alors ça peut être de la poésie, mais tu vois, dans la symbolique, un petit peu comme si, voilà, les frères qui se sont occupés du site, peut-être pour les remercier, je ne sais pas, mais juste avant de partir, ils découvrent ce fameux couteau. Donc voilà, il y a une symbolique que je trouve par derrière, ou alors la passation, je ne sais pas. Et donc les frères m'ont fait le grand plaisir, le grand honneur. Ils ont fait une petite manifestation quand j'étais installé depuis 2 ans. Et donc le frère Joseph et le frère Camille m'ont remis officiellement ce couteau. Et moi, je l'ai pris comme une symbolique, tu vois. Les frères ont récupéré ce couteau par les anciens propriétaires. Ensuite, ils me passent ce couteau. Donc pour moi, il a une vraie valeur, sentimentale, symbolique. J'espère pouvoir... Historique également. Exactement. Parce que c'est un petit trésor. Donc je le garde avec... je te le laisse pas. Ah ben non. Je le garde bien précieusement. C'est pour toi parce que moi, c'est un vrai trésor. Mais en fait, il ne m'appartient pas. Non. Je pense que moi, je suis qu'un passeur, un messager. Oui, complètement. Comme ont pu l'être les frères de Saint-Gabriel. Et un jour, tu transmettras ce couteau. Eh ben, je l'espère. Pas forcément à tes enfants. Non, peut-être pas. Voilà, mais en à tout la cas, place. peut-être à des futurs, je ne sais pas qui pourra poursuivre l'histoire des jardins au Bois-Tissot. C'est beau comme histoire, Philippe. Ouais, Avant, moi, ça me plaît, ça. c'est Vraiment, absolument extraordinaire. Et puis, c'est vrai que nous, avec Stéphane, il faut vraiment qu'on te remercie pour cette journée qu'on vient de partager ensemble,
Eh ben, c'était un vrai plaisir pour moi aussi. On est passé du rire aux larmes finalement, enfin, absolument génial. Petit cadeau quand même avant de partir. Tu la partageras avec Bénédicte. Ah, Eh sympa. oui. Ah ben, super. Après, les modèles sont beaux. Philippe, Merci tu fais un beaucoup. gros bisou. Merci beaucoup. Merci pour cette Bonne journée. saison. C'était vraiment bien. Et puis à bientôt, j'espère. Ciao. Bisous. Salut. Mais avez-vous vu tous ces sourires? Un couple remarquable. La sincérité, bien sûr, mais aussi la résilience et surtout l'humilité. Mille merci. Merci à vous deux pour votre confiance. Restez bien ici, sous la protection des arbres du bois Tissando. Espérons vous revoir bientôt.